À 07 Ars 46, deux chiffres impossibles ont brusquement fracturé le silence minéral, transformant une matinée ordinaire en point de rupture mesurable. En moins de 4 heures, une prospection routinière devenait un signal mondial, révélant une anomalie dont l'ampleur inattendue défiait toutes les courbes établies et les scénarios admis. Que change réellement cette secousse pour le pays, pour ses institutions et pour Ibrahim Traoré face à une décision qui engage bien plus qu'une ressource? Un futur déjà en bascule, où chaque choix impose son propre rythme. Cette séquence promet de décoder l'événement sans emphase, en distinguant ce qui est établi de ce qui reste incertain. Clarifier les enjeux pour comprendre, anticiper et décider sans précipitation. L'objectif n'est pas de célébrer une découverte, mais d'examiner ses conséquences concrètes, immédiates et différées sur l'État, l'économie et la cohésion sociale. La secousse initiale a déplacé des repères techniques, mais elle a surtout ouvert un champ de décision où chaque retard, comme chaque accélération, comporte un coût structurel. Entre la tentation d'exploiter vite et la nécessité de maîtriser, l'équilibre reste fragile. Les données arrivent vite, parfois trop vite, et l'environnement international réagit encore plus rapidement. Marché attentif, partenaires prudents, communauté locale vigilante. Tous lisent les mêmes deux signaux avec des intérêts différents. La promesse ici est de suivre la chaîne causale, pas à pas, pour mesurer où se forment les risques et où se logent les marges de manœuvre. Petite mise en garde au passage. Quand l'abondance s'annonce, la vulnérabilité institutionnelle augmente souvent avant les bénéfices. La première analyse a révélé un fait déroutant. La densité détectée dépassait d'environ 20 fois les niveaux jugés plausibles. Ce seul écart a suffi à faire basculer une routine technique en signal stratégique observé bien au-delà des frontières. À partir de ce moment, la découverte de Somgandé a cessé d'être un incident local pour devenir un objet d'attention nationale. Les capteurs confirmaient la stabilité de l'anomalie, les relevés se recoupaient, et les modèles initiaux suggéraient une continuité minérale inhabituelle. Dans un domaine où l'approximation domine souvent, la convergence rapide des données a surpris même les spécialistes les plus prudents. L'événement n'était pas spectaculaire par son bruit médiatique, mais par la cohérence silencieuse de ses chiffres. À Ouagadougou, l'information aurait été remontée en quelques heures vers le cercle décisionnel. Ibrahim Traoré a été informé avant la mi-journée, dans un contexte où chaque nouvelle mesure ajoutait une inconnue supplémentaire à l'équation. Sa première réaction a été de demander une compréhension complète de la structure avant toute interprétation politique ou économique. Ce choix a déplacé le cadre de lecture. Il ne s'agissait plus d'annoncer une promesse, mais d'identifier un système dont les implications dépassaient largement le secteur minier. Le contexte régional amplifie cette bascule. Le Burkina Faso évolue dans un environnement où les ressources naturelles ont souvent accéléré des tensions plutôt que des stabilités. Les précédents africains sont connus et ils pèsent sur chaque décision. Dans ce cas précis, la rapidité avec laquelle les données se sont accumulées a créé une pression paradoxale. Plus l'information se précisait, plus l'incertitude devenait un acteur à part entière. Marché attentif, chancellerie prudente, communauté locale interrogative, tous observaient la même anomalie, mais avec des attentes divergentes. Cette mini-révélation installe donc le décor. Somgandé n'est pas seulement une découverte exceptionnelle, c'est un test précoce de gouvernance, où la capacité à ralentir peut devenir aussi décisive que la capacité à agir. La question n'est plus ce qui a été trouvé, mais comment en maîtriser le tempo sans perdre le contrôle du récit national. Trois figures se sont rapidement imposées pour comprendre ce qui se jouait réellement à Somgandé, chacune incarnant un niveau différent de l'événement. D'abord, les géologues de terrain confrontés à des relevés qui ne correspondaient à aucun modèle familier.
Leur rôle n'était plus seulement de mesurer, mais de vérifier que l'exception ne relevait ni d'une erreur instrumentale ni d'une illusion statistique. Leur prudence méthodique a constitué le premier frein naturel à l'emballement. Ensuite, les unités chargées de la sécurisation du site. Leur arrivée précoce a produit un effet immédiat. Elle a déplacé la découverte du registre technique vers celui de la souveraineté. Le périmètre n'était pas protégé pour ce qu'il valait, mais pour ce qu'il pouvait déclencher. Route contrôlée, accès limité, flux d'informations canalisé. Ces décisions, visibles mais discrètes, ont signalé que l'événement dépassait le cadre d'une simple prospection. Enfin, les analystes institutionnels, restés en arrière-plan, ont commencé à traduire les données en scénarios. Leur travail n'était pas de prévoir l'avenir, mais d'identifier les points de friction possibles entre science, politique et société. Ils observaient comment une information brute pouvait se transformer en quelques heures en attente collective ou en inquiétude diffuse. Un premier microcas illustre cette dynamique. Sur le site, une équipe mixte interrompt ses routines après plusieurs relevés incohérents. Les hypothèses tombent les unes après les autres jusqu'à ce qu'une confirmation satellitaire impose un changement d'échelle. Leur hésitation initiale devient le point de départ d'une mobilisation nationale. Ces figures et ces effets précoces montrent une chose essentielle. Une découverte de cette ampleur agit simultanément sur plusieurs plans. Comprendre ces regards croisés permet de saisir l'enjeu central. En clair, maîtriser les perceptions dès le début conditionne toutes les décisions suivantes. Tout commence par un signal presque anodin. Les capteurs vibrent, s'ajustent, puis renvoient des valeurs trop cohérentes pour être ignorées. Sur le terrain, les techniciens interrompent leur routine, comparent les courbes, relancent les mesures. Le déclenchement n'est pas spectaculaire, il est méthodique. Ce sont précisément ces répétitions calmes, sans excès, ni pic erratique, qui forcent un premier changement d'échelle. L'hypothèse d'une simple anomalie instrumentale tombe rapidement. Quelques minutes plus tard, la montée s'amorce. Les données se densifient, les écarts persistent, les niveaux restent stables malgré les ajustements. Les équipes appellent la capitale. L'information circule avant même que les conclusions ne soient formalisées. C'est ici que la temporalité bascule. La science avance à son rythme, mais la décision politique commence déjà à s'imposer. L'armée est alertée par un rapport succinct, non alarmiste, mais suffisamment clair pour justifier une anticipation sécuritaire. L'événement progresse plus vite que son interprétation. Lorsque les drones entrent en action, la séquence s'accélère nettement. Les survols multiplient les angles, croisent les relevés souterrains et élargissent la cartographie initiale. Chaque passage confirme ce qui paraissait encore improbable quelques heures plus tôt. La densité est élevée, homogène, profonde. Elle ne fluctue pas comme un filon isolé. En une matinée, Somme-Gandé change de statut. De zone technique, le site devient un espace stratégique autour duquel s'organisent désormais les priorités immédiates. Le climax intervient à Ouagadougou. Le Conseil de sécurité s'est réuni dans l'urgence. Les échanges sont courts, fragmentés, parfois contradictoires. Les informations arrivent par vagues successives sans synthèse définitive. Les premières images tridimensionnelles, projetées en temps réel, révèlent une continuité minérale qui dépasse les périmètres connus. La lecture collective change instantanément. Il n'est plus question d'un gisement ponctuel, mais d'un système structuré dont la profondeur remet en cause les standards admis. Au cœur de ce moment, Ibrahim Traoré intervient avec une consigne précise. Sécuriser le site, isoler les données sensibles, suspendre toute communication externe non prioritaire. Cette décision ferme l'espace médiatique mais stabilise le processus interne. Elle transforme une découverte scientifique en enjeu de souveraineté assumée. Le choix n'est pas spectaculaire, mais il marque une inflexion claire.
Le contrôle du tempo devient aussi important que le contrôle de la ressource. Les répercussions se déploient alors en cascade. Sur le terrain, les forces arrivent avant que les analyses ne soient finalisées. Les géologues approfondissent les relevés, les scanners élargissent leur champ, les modèles gagnent en précision. Dans la capitale, l'information filtre malgré les précautions. Radio, réseaux informels, discussions publiques relaient des fragments parfois déformés. À l'extérieur, les marchés réagissent presque instantanément. En quelques minutes, certains indices liés au diamant connaissent une hausse brutale avant de se stabiliser sous l'effet de l'incertitude. En fin de journée, un équilibre fragile s'installe. L'allocution officielle apaise les tensions internes sans dissiper la tension internationale. Les chancelleries activent leurs cellules d'observation, les experts étrangers demandent des clarifications, les communautés locales restent en alerte. La chaîne des événements est désormais enclenchée. Ce passage révèle une réalité centrale. Une découverte majeure n'évolue jamais seule. Elle entraîne décision, perception et rapport de force dans un même mouvement. La lecture des données commence par un contraste net entre un niveau de référence connu et un saut qui reconfigure l'ensemble des repères. Pendant des décennies, la densité diamantifère mondiale observée dans des contextes comparables est restée relativement stable avec des variations limitées et prévisibles. Somgandé a rompu cette continuité en produisant un delta soudain suffisamment marqué pour déplacer les standards du secteur dès les premières heures d'analyse. La première mesure stabilisée indiquait 18 grammes par mètre cube. Cette valeur dépasse de plus de 10 fois la moyenne internationale admise. Cela signifiait que la formation reposait sur une stabilité géologique exceptionnelle, construite sur des périodes très longues. Ce chiffre, pris isolément, aurait pu susciter le doute, mais il a été reproduit par plusieurs séries indépendantes, dont une vérification externe. La répétition des relevés a dissipé l'hypothèse d'une erreur ponctuelle. Dans une zone volcanique fossilisée, une telle constance surprend car ces environnements produisent généralement des structures fragmentées et irrégulières. Ici, la densité ne variait presque pas avec la profondeur, suggérant une homogénéité rare dans l'architecture cristalline. La deuxième mesure a déplacé le raisonnement de l'intensité vers l'étendue. Les équipes ont confirmé 2,3 km² déjà cartographiés, avec une projection possible jusqu'à 15 km². Cette projection modifie radicalement la logique opérationnelle. Cela signifiait qu'une exploitation limitée manquerait l'essentiel du système souterrain. Les modèles tridimensionnels, affinés en continu, montrent des veines qui s'étirent bien au-delà du périmètre initialement étudié. Les scanners et les images satellites convergent vers une même représentation, une structure interne, cohérente, presque régulière, là où l'on attendrait habituellement des ruptures. Cette continuité étonne les experts internationaux habitués à des gisements plus chaotiques. Dans ce cas, la régularité devient l'information la plus perturbante. La troisième mesure a introduit une dimension institutionnelle. Les projections évoquent un potentiel financier pouvant dépasser 200 milliards de dollars sur 20 ans, sous l'hypothèse d'un contrôle national strict et d'une extraction progressive. Cette estimation repose sur des scénarios prudents et conditionnels. Cela signifiait que la ressource engage autant la gouvernance que l'économie. À ce stade, les chiffres ne décrivent plus seulement un phénomène naturel. Ils dessinent un futur possible avec ses contraintes et ses risques. Les institutions se retrouvent face à une équation complexe. Une ressource d'ampleur continentale, des capacités techniques limitées et un environnement géopolitique attentif. Les universités s'emparent des données, les experts étrangers demandent des audits supplémentaires et les marchés réagissent parfois avant la publication officielle des synthèses.
À Ouagadougou, la présidence suit l'évolution des relevés en temps réel. Ibrahim Traoré insiste sur un point précis: comprendre la structure avant d'en extraire la valeur. Cette position, parfois perçue comme prudente à l'excès, s'aligne pourtant avec la logique des chiffres. Le delta observé entre les références mondiales et les données locales crée un risque majeur si la montée en puissance n'est pas accompagnée par une montée en compétences équivalente. L'ensemble des preuves quantitatives convergent vers une même conclusion. Somme Gandé n'est ni un pic isolé, ni une promesse exagérée. C'est un système stable, profond et étendu dont la cohérence impose un changement de rythme. Ici, la donnée la plus déterminante n'est pas la valeur brute, mais l'écart qu'elle creuse avec tout ce qui était considéré comme normal. La première lecture, favorable, soutient que Somgandé offre au Burkina Faso une occasion historique de consolider sa souveraineté minérale. Ses défenseurs avancent que l'ampleur et la cohérence des données créent une rare fenêtre d'action. Ils rappellent des précédents où une gouvernance disciplinée a permis de transformer une rente potentiellement instable en levier durable. Selon cette thèse, la convergence rapide des mesures, la stabilité géologique observée et l'attention internationale constituent un capital stratégique. Bien encadrée, la ressource pourrait renforcer les institutions, financer la montée en compétences nationales et repositionner le pays dans les équilibres régionaux, sans dépendre d'une extraction précipitée. La seconde lecture adopte une prudence marquée. Elle s'appuie sur l'histoire du paradoxe des ressources A, largement documentée. Pour ses partisans, l'abondance minérale attire des rivalités, accélère les pressions extérieures et fragilise des États dont les capacités institutionnelles sont mises à l'épreuve. Il souligne que la vitesse de circulation des données et la réaction des marchés peuvent devancer la préparation administrative. Dans ce cadre, Somme Gandé risquerait d'exposer le pays à des ingérences, à une polarisation interne et à une dépendance accrue aux partenaires technologiques, même sous couvert de coopération. La réponse la plus robuste émerge du croisement de ces deux positions. Les faits établis montrent un potentiel exceptionnel, mais ils révèlent aussi un écart structurel entre l'ampleur de la ressource et les capacités opérationnelles actuelles. Les données quantitatives confirment la stabilité et l'étendue du système, mais elles indiquent également que toute accélération non maîtrisée amplifierait les vulnérabilités signalées par la seconde thèse. Inversement, une immobilisation excessive ferait perdre l'avantage stratégique souligné par la première. L'élément décisif réside donc dans le séquencement. Les preuves disponibles plaident pour une montée en puissance progressive, conditionnée par des audits indépendants, une formation accélérée et des mécanismes de transparence vérifiables. Ce cadre n'invalide aucune des deux lectures, il les ordonne. La souveraineté devient un processus, non un slogan, et la prudence cesse d'être une inertie pour devenir une méthode. En définitive, Somgandé ne tranche pas le débat idéologique. Il impose une discipline factuelle où chaque étape doit être justifiée par des données et non par l'enthousiasme ou la crainte. À ce stade, Somgandé change l'équation régionale. Ce milieu de parcours marque une inflexion nette. Jusqu'ici, la découverte pouvait encore être lue comme un défi technique et institutionnel interne. Désormais, elle s'inscrit dans un registre plus large, où la géologie commence à redessiner la position du pays dans les équilibres extérieurs. Les signaux diplomatiques se synchronisent, les priorités stratégiques s'ajustent et les discours évoluent presque en temps réel, sans annonce formelle. Les capitales étrangères ne parlent plus seulement d'extraction ou de coopération scientifique. Elles évoquent des cadres de transparence, des instituts régionaux, des garanties environnementales. Ces propositions, présentées comme techniques, traduisent en réalité un repositionnement accéléré autour du Burkina Faso. Somgandé devient un levier potentiel, capable d'influencer des chaînes de valeur longtemps verrouillées et des rapports de force établis. Dans ce contexte,
la posture d'Ibrahim Traoré attire l'attention. Son discours reste volontairement sobre, centré sur la notion de contrat et de rythme maîtrisé plutôt que sur la promesse de richesse. Cette retenue tranche avec l'emballement extérieur. Elle agit comme un stabilisateur, rappelant que la ressource n'a de sens politique que si elle s'inscrit dans une capacité de contrôle durable. Le véritable révélateur est là. La découverte ne transforme pas seulement un secteur économique. Elle déplace la manière dont le pays est perçu et se perçoit lui-même au moment précis où la tension mondiale s'intensifie. Les effets de Somme Gandé ne se diffusent pas de manière uniforme. Ils avancent par cercles successifs, chacun révélant des transformations déjà perceptibles, parfois silencieuses, mais structurantes pour l'avenir. 4 groupes concentrent l'essentiel des conséquences observables à ce stade. Du côté des nations voisines, au Mali, au Niger et au Ghana, la découverte agit comme un signal stratégique immédiat. Les délégations se succèdent à Ouagadougou, proposant des cadres de coordination afin d'éviter qu'un seul acteur ne devienne le centre de gravité du Sahel minéral. Les discours officiels insistent sur la coopération, mais les échanges informels laissent apparaître des inquiétudes. Un pôle nouveau pourrait déplacer des routes économiques, rééquilibrer des partenariats sécuritaires et modifier des dépendances anciennes. Cette proximité attentive traduit une réalité simple. Somme Gandé redessine les rapports régionaux avant même toute extraction. Du côté des marchés et des entreprises, sur les marchés internationaux, l'annonce a produit un choc mesurable. En 2 semaines, le diamant brut a connu une hausse proche de 22% avant de se stabiliser à un niveau inédit. Les grandes maisons de négoce ont dépêché des équipes pour vérifier si la cohérence géologique du site pouvait à terme remettre en cause des positions dominantes. Cette réaction rapide ne signifie pas une certitude, mais une anticipation. L'idée qu'un acteur inattendu puisse perturber un système verrouillé depuis des décennies crée une incertitude nouvelle qui se répercute sur les décisions d'investissement et les stratégies d'approvisionnement. À l'intérieur du pays, au niveau de la population et de la société, à l'intérieur du pays, les effets sont plus diffus mais tout aussi déterminants. Dans les universités, de nouvelles filières de géologie appliquée et de modélisation attirent des étudiants qui y voient une opportunité de contribuer à un projet national concret. Dans les zones proches du site, des comités communautaires s'organisent pour surveiller les accès et prévenir les dérives spéculatives. Cette mobilisation traduit un changement de posture. La société ne se contente plus d'observer la ressource, elle cherche à en devenir un acteur vigilant. Le discours d'Ibrahim Traoré, centré sur la maîtrise et non sur l'exaltation, sert de repère et tempère des attentes parfois excessives. Pour les grandes puissances, Washington, Pékin et Bruxelles ajustent simultanément leur position. Les États-Unis évoquent des mécanismes de transparence renforcés. La Chine propose la création d'un institut minier régional. L'Union européenne met en avant des garanties environnementales strictes. Chaque proposition est formulée avec prudence, mais toutes traduisent un même mouvement. Le Burkina Faso n'est plus perçu comme périphérique. Il devient un point de passage obligé dans la recomposition des équilibres minéraux et géopolitiques du Sahel. À travers ces 4 cercles, un constat s'impose. Somme Gandé n'est pas seulement une découverte géologique exceptionnelle. C'est un révélateur systémique dont les effets concrets précèdent largement les décisions finales. Les conséquences ne sont pas encore figées, mais elles ont déjà commencé à structurer comportements, attentes et rapports de force. À partir des données stabilisées et des dynamiques déjà observables, 3 trajectoires cohérentes se dessinent pour les mois à venir. Aucune n'est certaine. Chacune dépend de la manière dont le rythme, les partenariats et les capacités internes seront articulés. Premier scénario, le plus probable, un contrôle progressif. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso consolide une approche prudente et séquencée.
Les capacités d'analyse nationale montent en puissance par paliers, avec des audits réguliers et des validations croisées. Les partenariats extérieurs restent ciblés, limités à des transferts de compétences clairement définis. La gouvernance s'institutionnalise sans accélération excessive, ce qui réduit les risques de capture ou de dépendance. La croissance des recettes demeure modérée, mais la crédibilité institutionnelle s'améliore. Ce scénario privilégie la stabilité et la prévisibilité, au prix d'une visibilité internationale moins spectaculaire à court terme. Deuxième scénario, plus optimiste, une accélération coopérative. Ici, le pays accepte un appui international plus large afin de gagner du temps. Les technologies avancées sont déployées rapidement sous supervision nationale et les premières retombées financières apparaissent plus tôt. La visibilité du projet augmente, attirant investissement et expertise. Toutefois, cette accélération comporte un coût potentiel. La complexité de coordination s'accroît et la pression des partenaires les plus influents peut s'intensifier. La réussite de ce scénario repose sur une discipline institutionnelle élevée, capable de maintenir des lignes rouges très claires face aux attentes extérieures. Troisième scénario, moins favorable, une contraction défensive. Dans ce cas, les pressions géopolitiques et médiatiques dépassent les capacités d'absorption nationale. Les rivalités s'exacerbent, les négociations se crispent et l'État opte pour une fermeture stratégique. La priorité devient la protection de la ressource plutôt que son intégration graduelle. Cette posture peut préserver la souveraineté à court terme, mais elle réduit la marge de manœuvre internationale et expose le pays à des mesures de rétorsion ou à un isolement partiel. L'unité interne peut se renforcer, mais au prix d'opportunités différées. La clé pour les 12 prochains mois, si la montée en compétences progresse au même rythme que la précision des données, l'éventail des options restera ouvert. En revanche, si l'écart se creuse entre l'ampleur de la ressource et la préparation institutionnelle, chaque scénario glissera vers une version plus instable de lui-même. Pour garder le cap, il vaut mieux penser en séquence plutôt qu'en promesse. Pour mesurer la portée réelle de Somgandé, il faut quitter les tableaux et observer ceux qui en ressentent déjà les effets, parfois sans disposer des mots pour les nommer. Trois cercles sociaux distincts éclairent cette transition entre données brutes et expériences vécues. Chez la jeunesse urbaine et les étudiants, dans les campus, l'annonce a déclenché une mobilisation intellectuelle inhabituelle. Des groupes se forment autour de la géologie appliquée, de la modélisation et de l'analyse de données. L'idée de contribuer à un projet national concret remplace chez certains la tentation du départ. Cette énergie ne garantit rien, mais elle modifie les arbitrages individuels. Choisir une filière scientifique, rester une année de plus, s'engager dans un laboratoire local deviennent des décisions rationnelles, pas seulement symboliques. Dans les communautés proches du site, dans les zones rurales, l'impact est plus immédiat. Les routes voient passer davantage de véhicules, les rumeurs circulent vite et les attentes montent. Des comités communautaires s'organisent pour surveiller les accès, limiter les spéculations et préserver les terres agricoles. Cette vigilance traduit une prise de conscience. La ressource peut être un levier ou une menace selon la manière dont elle est encadrée. Ici, le quotidien se réorganise autour d'une anticipation prudente sans euphorie. Du côté de la diaspora et des réseaux extérieurs, à l'étranger, les associations multiplient réunions et échanges. L'envie de contribuer est réelle, mais elle s'accompagne de questions précises. Comment soutenir sans imposer? Comment investir sans créer de dépendance? Comment transmettre des compétences sans capter la décision? Ce dialogue renouvelle le lien avec le pays et introduit une attente forte de clarté et de stabilité. À travers ces cercles, un même fil apparaît. Somgandé n'est pas seulement une opportunité économique, c'est un test de cohérence collective où des choix modestes, répétés, pèseront autant que les grandes décisions.
Passer de la découverte à une gestion durable exige une architecture claire, lisible et mesurable. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une feuille de route en plusieurs étapes commence à se dessiner, non comme une promesse, mais comme une séquence d'actions vérifiables. Première étape, renforcer rapidement les compétences nationales. Des programmes accélérés en géologie, modélisation tridimensionnelle et ingénierie minière sont déployés par cycles courts. L'objectif n'est pas la masse, mais la qualité opérationnelle. Pour suivre les progrès, on pourra regarder nombre de certifications validées et audits scientifiques indépendants publiés à échéance fixe. Deuxième étape, consolider la connaissance du site avant toute montée en cadence. Les campagnes de cartographie avancée se poursuivent en combinant drones, scanners souterrains et analyse spectrale. Chaque nouvelle série de données doit confirmer la cohérence des précédentes avant d'élargir le périmètre étudié. Pour suivre les progrès, on pourra regarder stabilité des mesures entre deux campagnes successives. Troisième étape, instaurer une gouvernance partagée et transparente. Un comité unique réunit scientifiques, représentants communautaires et forces de sécurité. Il supervise les arbitrages et publie des synthèses régulières accessibles au public. Pour suivre les progrès, on pourra regarder régularité et lisibilité des rapports trimestriels. Quatrième étape, encadrer strictement les partenariats extérieurs. Tout accord inclut des clauses de transfert de compétences, des délais précis et des mécanismes d'audit externes. La coopération devient un moyen, non une dépendance. Pour suivre les progrès, on pourra regarder proportion de technologies effectivement maîtrisées localement après chaque phase. Cinquième étape, inscrire la démarche dans une diplomatie régionale. Le Burkina Faso coordonne des plateformes d'échange avec ses voisins afin de réduire les tensions et d'anticiper les effets de concurrence. Pour suivre les progrès, on pourra regarder continuité des mécanismes de concertation régionale. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle réduit cependant l'improvisation. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas d'aller vite mais d'avancer sans perdre la capacité de corriger. Ibrahim Traoré revient souvent, selon ses proches, dans la salle où le premier modèle tridimensionnel avait révélé la continuité inattendue des veines cristallines. Le lieu n'a rien d'imposant, mais il conserve la mémoire du basculement. Charles. Les lignes projetées rappellent le moment précis où l'équipe a compris que Somgandé n'était pas un filon isolé, mais une architecture entière, exigeant une autre manière de penser l'avenir. Sur le terrain, les géologues marchent lentement autour du volcan éteint, non pour chercher une surprise, mais pour vérifier que la stabilité observée demeure. Ce geste répété, presque rituel, traduit un changement d'attitude. La précipitation a cédé la place à l'attention. Dans les villages voisins, les anciens évoquent une montagne qui respire calmement, métaphore d'un équilibre fragile mais possible. Les enfants dessinent des réseaux souterrains comme on dessine des racines, signe que l'imaginaire collectif commence déjà à intégrer la découverte. Ce retour au motif initial révèle une leçon simple. La richesse n'impose rien par elle-même. Elle propose, elle teste, elle expose. Ce sont les choix répétés et cohérents, les chandés, qui transforment une donnée brute en trajectoire commune. La découverte surprend toujours. La maîtrise, elle, se construit dans la durée. Retenez ceci. Un pays avance quand il apprend à respecter son propre rythme. À mesure que Somgand cesse d'être une annonce spectaculaire, il devient une matière collective, discutée, interprétée, parfois contestée. Dans les rues d'Ouagadougou, des fresques apparaissent, représentant le volcan comme un repère immobile dans un Sahel en transformation. Dans les écoles, les premières cartes tridimensionnelles servent à expliquer non seulement la géologie, mais aussi la patience, la responsabilité et la capacité de transformer une donnée brute en choix partagé. Ce moment ouvre un espace rare,
Il ne s'agit pas de célébrer une promesse ni de redouter un risque abstrait, mais de participer à une conversation exigeante sur le tempo, la maîtrise et la cohérence. Chacun peut y prendre part à son niveau, en posant des questions informées, en soutenant des initiatives de formation, en exigeant des règles lisibles et des bilans compréhensibles. La trajectoire ne dépendra pas seulement des décisions prises au sommet, mais aussi de la qualité du dialogue social qui les accompagne. Somme Gandé propose un test discret mais décisif. Savoir transformer une attention mondiale en apprentissage collectif durable. Le futur ne se décrète pas. Il se construit par des choix répétés, souvent modestes, mais alignés. Et vous, quelle place souhaitez-vous occuper dans cette construction commune?